Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste pour cette capsule dans l'atelier où nous allons parler écologie et durabilité dans le cyclisme. Je suis accompagné de JP. Bonjour JP. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Merci pour ton accueil. Je suis une nouvelle fois sur les hauteurs de Clermont dans l'atelier justement de JP, entouré de très très beaux matériels, de beaux composants comme à chaque fois. Alors on va parler justement écologie, durabilité dans le cyclisme. On avait déjà fait un léger chapitre, un léger passage sur ce sujet justement dans un des épisodes, mais là on y consacre un épisode en entier justement sur comment mieux sensibiliser à l'impact environnemental et puis également comment aujourd'hui fonctionne quelles sont les habitudes des fabricants. Alors c'est pareil, sur ça JP, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tout ce qui est matériaux écologiques, pratiques durables dans la fabrication d'un vélo. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas aussi évident que ce à quoi on pourrait s'attendre. L'écologie, ça revêt une valeur positive dans la tête de bien des personnes et ça revêt surtout beaucoup de raccourcis. Donc on attribue à un matériau une vertu écologique, à un lieu de fabrication une autre vertu écologique, sans jamais vraiment quantifier les choses, parce que on sait bien qu'aujourd'hui on entend parler de CO2 dans tous les sens, d'équivalent CO2, on entend parler, pour ceux qui sont allés un peu plus dans le dur des sujets, d'énergie grise, de cycle de vie, c'est beaucoup de vocabulaire. Alors, qui, dans notre industrie du vélo, est finalement assez peu présente. Les seules marques qui s'en saisissent avec un tant soit peu de rigueur sont les grandes marques. On peut citer deux grosses marques américaines comme Trek et Spey, qui, dans leur rapport annuel d'actionnariat, etc., ont depuis quelques années des bilans environnementaux. Que j'invite tout le monde à aller récupérer sur internet et à lire. Vous en tirerez quelques enseignements bien intéressants sur les matériaux aussi, mais pas que. On va en reparler pendant le podcast, mais il y a certains de ces rapports qui sont dispo en ligne, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez les télécharger et les lire si vous avez le courage, parce qu'ils sont fouillés. Voilà, dans le vélo, en tout cas au quotidien, souvent l'écologie, on essaie de faire ce raccourci à où est-ce que c'est fabriqué. Grosso modo, allez, je force le trait, je fais la caricature jusqu'au bout. Made in France, c'est bien. Pas Made in France, c'est pas bien. Bon, et est-ce que dans la réalité c'est le cas? C'est un peu court. Non, bien sûr que non. Il n'y a rien qui est noir ou blanc comme ça de toute manière. Puis dire Made in France, aujourd'hui quand on dit Made in France, c'est une partie de la chaîne de fabrication d'un vélo qui est réalisée sur le territoire français. Ça ne confère pas d'avantages écologiques, ça ne confère même pas d'avantages de qualité, et inversement, c'est pas parce que on fait en Asie qu'on a un méchant, que c'est de moins bonne qualité. Non, il y a beaucoup de nuances de gris, et il n'y a jamais que de noir et du blanc. Donc si on veut savoir, eh bien on doit rentrer dans un détail. Acheter un vélo aujourd'hui à une marque, à un artisan, à un magasin, si on veut vraiment réfléchir d'un point de vue, enfin, si on veut vraiment avoir un prisme sur l'environnement et de l'impact sur l'environnement, eh bien, on ne peut pas s'attacher à juste ça a été fait à tel endroit. Ça a été fait à tel endroit, de quelle manière ça a été rapatrié, est-ce que la personne qui le distribue, elle a un entrepôt de 20 000 m² chauffé pour en utiliser que 200 m², est-ce qu'elle emploie 250 personnes qui font chacun 30 000 km par an avec un diesel? C'est tout ça en fait, le cycle de vie d'un produit. D'accord? Donc même, je continue dans mes caricatures, mais quelqu'un qui souderait des cadres en France, parce qu'on est en France, mais ça pourrait être un Portugais au Portugal, et qui dit bah oui, c'est made ici, voilà, c'est très bien, mais la matière première vient pas de là, les outils qu'il utilise viennent pas de là, l'énergie qu'il utilise ne vient pas de là, et s'il a un atelier qui est non chauffé, et s'il a 15 voitures parce qu'il adore ça, etc., bah pour moi ça participe au bilan carbone du produit qu'il vend finalement. Donc c'est très compliqué, là on a fait un peu de la caricature, mais j'insiste sur le fait que l'écologie et l'environnement c'est pas simple. Aujourd'hui on est même à un stade où de manière globale on doit encore douter, on doit encore se reposer la question de l'impact du seul marqueur dont on veut bien nous parler, qui est le CO2. Est-ce que ça a vraiment un impact ou pas? Est-ce que l'humain
et le comportement de l'humain a eu un impact sur le CO2 ou pas. Moi, en tout cas, j'invite les gens toujours à douter, à se poser les questions. On découvre des choses quand on cherche. Voilà, dans le vélo, on va... Et c'est ça sur quoi tu vas m'interroger aujourd'hui, je le sens, mais ça va être, est-ce qu'il y a un matériau qui est mieux? Est-ce qu'il y a un process de fabrication qui est mieux? Est-ce qu'on a du produit chimique? Est-ce qu'on a... Voilà. J'allais te poser aussi la question, est-ce que selon toi, il y a une marque qui est, avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'il y a une marque qui est exemplaire ou qui est plutôt en avance sur ça, sans rentrer dans le greenwashing et à vouloir avancer des arguments juste pour l'histoire d'eux, mais vraiment qui est quand même exemplaire sur ça, ou déjà, est-ce qu'il y a un vélo qui est fabriqué les chaînes de valeur et les chaînes de logistique, etc., sont à peu près toutes équivalentes dans l'industrie. Donc je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit absolument exemplaire. Après, tu me demandes si un vélo 100% français, est-ce que ça veut dire que c'est écologique? J'en sais rien. Non, mais de toute façon, moi je connais pas de transmission 100% française. Donc déjà, on va s'arrêter là. C'est pas possible de faire quelque chose de 100% français. Est-ce que européen c'est bien? Est-ce que c'est une volonté absolue? Je sais pas. Moi, je suis toujours un petit peu hors de ce cadre-là. C'est pas ma vision des choses et je préfère me focaliser sur les détails et les choix qui font que, in fine, jusqu'à la livraison au client, on ait quelque chose qui soit... Je ne sais même pas si je dois dire le plus vertueux ou le moins nocif ou le moins toxique. Tu vois, souvent, j'aurais plutôt tendance à travailler comme ça parce que de toute façon, quand on crée un produit industriel, on a un impact. Voilà, et sociétal et environnemental. Ouais. Voilà, la meilleure façon, c'est de rien faire, d'accord? Mais on n'en est pas là aujourd'hui. C'est pas cette question-là qu'on se pose. Mais en tout cas, quand on parle d'industrie, sur les industriels, les Américains s'en préoccupent. En tout cas, ils essayent d'évaluer. C'est aussi pour ça, alors, combiné avec la crise et la situation de tension qu'on a eue ces dernières années après le boom Covid, beaucoup de marques se sont posé la question de l'impact environnemental, mais dicté un petit peu par l'impact financier. Ils se sont aperçus que d'avoir 20 références à un endroit où on pouvait en avoir 2, ça avait un impact environnemental et ça avait un impact financier. J'explique. Du stock immobilisé qui sort pas parce qu'il y a trop de références et que le client veut toujours la référence qui te manque, c'est un impact financier. Tu stockes. Le stock, c'est un impact environnemental parce que c'est des locaux occupés, chauffés, maintenus en hygrométrie, etc. Donc tout ça, c'est intimement lié. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un produit absolument vertueux sur le marché? Moi, je ne le connais pas s'il existe. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent l'étendard de l'écologie et de l'environnement pour dire que leur produit est vachement bien? Oui, il y en a tous les jours, à tous les niveaux, de l'industriel à l'artisan. Est-ce que c'est soutenu par des chiffres? Très rarement. Oui, c'est vrai. Très rarement. Donc, le bon sens, c'est toujours le bon prisme d'analyse. Hein, voilà, donc, et après, peut-être qu'on peut raisonner sur une fois qu'on a fait l'acquisition de ce vélo, après on choisit la marque effectivement vers laquelle on décide de s'orienter ou pas, mais est-ce que peut-être qu'on en a parlé dans les épisodes précédents, mais c'est là où on peut nous avoir un rôle, c'est d'entretenir, de réparer. Mon appel au bon sens, voilà. Le vélo le plus environnemental, c'est celui que tu gardes le plus longtemps. Tu sais, je me souviens il y a quelques années, quand j'avais ce fameux projet Tour du Monde, où j'avais discuté avec une société à Paris qui aurait pu m'accompagner justement dans l'impact que j'avais chaque jour dans mes déplacements à vélo sur un site relié à un site internet, voilà, et qui me disait, on avait discuté donc de tout cet impact qu'on pouvait avoir, et il y avait à ce moment-là déjà le début de l'explosion des vélos électriques en ville, et il m'avait expliqué que pour vraiment avoir un impact, il fallait que ton vélo électrique urbain, tu le gardes un minimum de 7 ans. Si tu ne le gardais pas 7 ans... Oui, alors on va essayer d'expliquer parce qu'on va pas se substituer à des gens qui font ça au quotidien dans des domaines où les volumes et les implications sont bien supérieurs à ce qu'on fait nous dans le cyclisme, mais oui, le vélo le plus environnemental, de toute manière, qu'il soit électrique, pas électrique, c'est celui que tu gardes le plus longtemps. Pourquoi? Parce que quand on crée un produit, on met en jeu une quantité d'énergie, d'accord? On met en jeu une quantité d'énergie qui provient de l'énergie induite dans les matériaux qui sont utilisés pour la fabrication, mais aussi de l'énergie mise en œuvre pour effectuer la transformation de ces matériaux vers un produit. D'accord?
Donc, ça, souvent, on appelle ça, en tout cas, si on était dans un domaine de bâtiment, on appellerait ça l'énergie grise. D'accord ? C'est l'énergie qui a été utilisée pour construire ton bâtiment. Donc, on pourrait imaginer, là, je fabule, en fait, parce que ça n'existe pas dans le vélo aujourd'hui. On n'a pas d'analyse de cycle de vie, on n'a pas de réglementation sur ces sujets-là. Non. On n'en a même pas beaucoup dans les domaines d'automobile, etc. On l'a dans le bâtiment, c'est un sujet du quotidien depuis maintenant 15 ans. Mais donc, on a cette énergie grise, donc ça, c'est la mise de départ. Okay ? Et la mise de départ, étant donné qu'on a des matériaux qui sont souvent technologiques, souvent coûteux, etc., on a une mise de départ qui est relativement importante. Même si globalement, un vélo, on va dire que ça fait 10 kg, donc il n'y a pas une quantité de matière ultra importante, mais si on utilise du carbone, l'énergie pour produire de la fibre de carbone, elle n'est pas négligeable. Pour chauffer les moules, c'est pas négligeable. Si on utilise des tubes en acier comme ici, la mise en forme, partir de la matière première, à former un tube, à le traiter thermiquement, à l'usiner, à le souder, à le peindre, etc. Tout ça, c'est de l'énergie qu'on met, qu'on induit. Cette somme d'énergie au départ est finalement relativement importante, même par rapport au poids du véhicule qu'on a. Le carbone, l'aluminium, tout ça. Et puis parce qu'on est sur des... On ne produit pas autant de vélos que de voitures, par exemple. Donc, on a des moyens qui sont importants, des fois, pour des quantités et un marché moindre. Bon, cette masse-là, elle est mise là. Et elle est propre à l'objet qui est sorti. Okay ? Donc, ce vélo, si au bout de 2 ans, il finit dans une déchetterie, l'impact est désastreux, puisque c'est autant d'énergie perdue, puisqu'il ne remplit plus son office, c'est-à-dire de déplacer quelqu'un. Si ce vélo-là dure toute la vie, oui, ça amortit dans le temps, forcément. Voilà. Tout à fait. Mais sans qu'on sache dans notre domaine de vélo, forcément quantifier, puisque comme ce n'est pas une réglementation, personne ne fait cet exercice-là. Et qu'en est-il des vélos on en a parlé déjà aussi dans les épisodes précédents, mais les vélos en bois, les vélos en bambou, est-ce que la quantité d'énergie nécessaire à la production reste la même que pour les vélos carbone, acier, titane ? Ce qui change, c'est uniquement le cadre, soyons d'accord. Et alors, avec un bon sens complètement basique, tu te doutes bien qu'il y a moins d'énergie induite pour faire un vélo en bois ou en bambou. Je pense que l'avantage est rigoureusement au bambou, voilà. Parce que le bambou, on va l'assembler avec du lin et de la résine. On peut choisir une résine avec un impact environnemental réduit aussi. Mais le bambou, on le prend et il est quasiment utilisable directement en tube. On fait un raccord de tube à tube. Le bois, les vélos en bois qu'on voit aujourd'hui, la plupart du temps, on a affaire à du bois d'ingénierie. Qu'est-ce que j'appelle du bois d'ingénierie ? C'est un bois qui a été transformé. On ne prend pas un morceau de bois massif, soit-il sur quartier pour le prendre comme ça. On va à minima avoir soit du bois abouté, soit du bois lamellé-collé, soit du multipli, et puis on va induire des collages, et on va le faire collaborer avec d'autres matériaux. Mais néanmoins, il y a moins d'énergie dans la transformation d'un morceau de bois, même de bois d'ingénierie, que dans un tube d'acier ou dans un tube d'aluminium. D'accord ? J'ai pas les chiffres, puisque personne ne le quantifie, mais on comprend que c'est plus facile de faire à section même équivalente ou à résistance équivalente. Il y a moins d'énergie induite dans un morceau de bois qui ferait 40 par 40, même si c'est du bois lamellé-collé, qu'un tube d'acier de diamètre 30 mm qui a été modifié thermiquement, qui a subi une chauffe pour augmenter sa résistance. Voilà. Donc, oui, le bon sens dit ça. Maintenant, est-ce que ces 8 tubes qui constituent le cadre suffisent à rendre le vélo 50% plus écologique ? Pas sûr, parce que tout le reste voyage de tellement loin, utilise tellement de ressources et de matériaux. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est toujours bien d'aller faire des vélos en bois. Est-ce que c'est la motivation première ? Non. Voilà, mais comme le bois jouit de cette étiquette écologique parce que c'est un matériau renouvelable, il pousse tout seul, le vélo est plus écologique, il a moins d'impact. En tout cas, là où nous, pratiquants, on peut avoir un impact, c'est en l'entretenant et en le gardant le plus longtemps possible. Complètement. Mais il se passe quoi derrière ? C'est-à-dire qu'une fois que
quel que soit le nombre d'années, je décide de me séparer de mon vélo, de le mettre à la déchetterie comme tu l'as dit tout à l'heure, ou de le ramener à un... Ça, c'est l'engrenage dans lequel il ne faut pas mettre le doigt, Arnaud. Ça, c'est, si tu veux, Il se passe quoi derrière? Est-ce que c'est organisé? Non. Tu sais, moi j'ai travaillé pendant plusieurs années chez Apple, et effectivement, quand il y avait tu rachetais un nouvel iPhone ou un nouvel iPad, tu pouvais ramener ton matériel Apple qui te permettait d'avoir une réduction. Mais en tout cas, il y avait un système organisé qui permettait de récupérer les pièces, de les refondre, de refaire des nouvelles. Bref, il y avait un système organisé. Est-ce que dans le cyclisme, on parle d'écologie, de durabilité, est-ce qu'en fin de vie d'un vélo, il y a un système organisé ou est-ce que c'est le... Alors, je commence la phrase par à ma connaissance, non. Mais même dans ce que tu décris avant, il y a un système de collecte, ce qui est déjà bien, parce que c'est la base. Est-ce qu'il y a un système de traitement derrière? Est-ce que l'iPhone que tu donnes à Apple pour avoir une réduction est dûment recyclé vraiment? Moi, je ne sais pas. Localement, on peut tous se rendre compte que quand on va à la déchetterie et qu'on trie maintenant, et avant il y avait 3 bennes, maintenant il y en a 5, 6, 7, 8, il y arrive, et on a des documents, il arrive dans certains endroits, alors je ne sais pas si c'est national, communal, départemental, j'en sais rien, il arrive qu'on remélange ces déchets après, ou qu'on ne les valorise pas comme nous, Béotiens, on pourrait s'imaginer que c'est aussi, on m'a demandé de plier mes cartons et tous les mettre à plat, qu'est-ce qu'on en fait après? On les mélange avec les... J'en sais rien. C'est très complexe, donc en fait c'est un peu nébuleux là-dessus. Il y a plein de fois où on organise une collecte parce que c'est bien aussi, ça permet de commencer à minima à responsabiliser, etc. De dire que non, on ne le met pas dans une poubelle normale mélangée avec tes épluchures et puis tes restes de nourriture, etc. Mets-le à la déchetterie, c'est un appareil électrique qui va être recyclé. Est-ce que tu crois vraiment qu'on va enlever le verre de l'iPhone, qu'on va enlever le dos en aluminium, qu'on va prendre chaque composant? Non, je crois pas. Moi, tu sais, j'ai passé 5 ans. Moi, je pense que, sincèrement, oui, mais je suis pas certain. Mais en tout cas, il y a un début, parce que la collecte, c'est le plus important. Ici, dans le vélo, il n'y a pas de collecte. Moi, j'ai fait du bâtiment pendant longtemps. Je sais, alors excuse-moi, JP, juste, j'ai plus le nom, mais je sais qu'il y a une société, une start-up dans le nord de la France, qui récolte alors pas le cadre, mais les pneumatiques, qui récolte tous les pneumatiques et qui avec ces pneumatiques, recycle. Alors aujourd'hui, il y a un vrai business de upcycle, de recycler tout ce qui est matériel, mais effectivement, un vélo en lui-même, c'est beaucoup de matériaux différents. Je ne connais pas. Le meilleur moyen aujourd'hui de recycler un vélo, c'est d'en récupérer un à la déchetterie, de le remettre en route et de continuer à l'utiliser, ou de faire travailler le marché de l'occasion. Mais en recyclage pur et dur, c'est-à-dire on va valoriser les différents matériaux, récupérer l'acier, le refaire partir dans une filiale d'acier, etc. En plus, il y a la volonté de faire ça, c'est-à-dire de mettre une filière de recyclage. Elle commence par la collecte. Une fois que tu as la collecte, il faut que la filière de recyclage existe. Ce que je veux dire, c'est que ça doit combiner la capacité à recycler pour refaire quelque chose. Je prends un tube en acier, j'en refais un autre produit en acier. Je prends un tube en aluminium, je refais un produit en aluminium. Ça, on sait le faire. Ok ? Je prends quelque chose en titane et... c'est moins évident. Et pourtant, pas loin d'ici, à une vingtaine de minutes, il y a les pionniers du recyclage de titane. Donc ils font des choses, mais pas à l'échelle des vélos. Aujourd'hui, il n'y a même pas de filière de collecte. Autant il y a une filière d'acier. Dans toutes les déchetteries, tu as une benne métaux, et la plupart du temps c'est de l'acier et du fer. Là, il y a la filière parce qu'il y a la collecte. Et derrière, si toi tu viens, tu démontes ton vélo, tu mets ton cadre en acier dans la benne en acier, cet acier sera recyclé. Ok ? Alors en général, c'est une benne métaux. Donc tu vas mettre l'acier, l'aluminium, etc. Et ça sera recyclé. Le titane, il y a très peu de chances qu'il arrive à un endroit à être recyclé. Il va certainement être séparé. Pour l'instant, ok ? Le carbone, c'est un problème aujourd'hui, encore une fois. Comment on le recycle ? Donc en fait, entre l'affichage et ce qui se passe vraiment, il y a toujours un monde, c'est très difficile de tracer et de regarder ce que deviennent vraiment les produits. Encore une fois, à notre échelle de cycliste, le mieux c'est d'en prendre un et de le garder longtemps, très clairement. On peut évidemment faire ses choix en fonction d'un matériau, de ses convictions, du dialogue d'une marque, mais une marque qui nous vendra des vélos en bois, donc avec cette étiquette d'écologie, mais qui le ferait en quantité industrielle, avec des locaux trop grands, surchauffés, pas isolés, etc.
est-ce que c'est vraiment une marque engagée dans l'environnement ? Alors, l'autre solution pourrait être, pour faire durer, justement, pour jouer sur la durabilité du vélo, de passer par des associations, de donner quelque part son vélo à une association qui, elle, va justement peut-être le remettre en état, et à ce moment-là faire bénéficier quelqu'un qui n'a pas eu la chance ou la possibilité d'en faire l'acquisition par le passé. Ça peut être une filière, une des solutions. Ça existe, voilà. Est-ce que ça existe ? C'est du bon sens, plus que de l'écologie pour moi aussi, mais ça existe. Il y a des ateliers participatifs qui se mettent en place. Il y a des initiatives vraiment individuelles. Moi, je sais qu'ici, dans la commune de Saint-Ours-les-Roches où je réside, à la déchetterie, le responsable de la déchetterie, quand il prend un vélo, il ne laisse pas descendre le vélo dans les bennes. Il regarde le vélo, si le vélo est en état de rouler ou à peu de choses près de rouler, il le met sur le côté et il propose aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un vélo de récupérer un vélo pour un enfant, etc. Moi, il m'arrive d'aller à la déchetterie déposer mes cartons, parce que je suis un bon élève, je produis beaucoup de cartons, je les paie bien à plat et je les emmène toutes les semaines, et il m'arrive de récupérer des vélos qui sont là et de les remettre en état et de les filer aux gamins du coin qui n'ont pas les sous pour acheter un vélo neuf, et ça fonctionne très bien. C'est vraiment ça, c'est des initiatives individuelles. Après, nul doute qu'on va voir débarquer un marketing de l'écologie dans le vélo, nul doute que les grosses marques vont nous dire que elles font de la fibre de carbone mais avec une résine comme ci et comme ça, qu'elles ont remplacé 30% de la fibre de carbone par de la fibre de carbone recyclée, ou qu'elles ont remplacé de la fibre de carbone par de la fibre de lin. Oui, on le verra. Est-ce que ça change vraiment l'impact du monde du vélo en termes d'émissions de CO2, si toutefois on peut prendre ce marqueur comme étant de l'argent comptant? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il faut continuer de le faire? Je pense que c'est toujours bien, dès lors qu'on a une intention d'améliorer les choses sincères, il faut le faire. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Si vous allez lire les fameux rapports dont je vous parle, je vous laisserai tous découvrir, en fait. Comme ça m'évitera de recevoir des messages. Allez lire les rapports de 300 pages. Allez lire celui de Trek, de mémoire, c'est celui qui est le mieux fait. Il n'est pas de 2024, il a déjà quelques années, celui qui est public et qu'on trouve facilement. Il évalue, lui, donc il a fait une évaluation sur le matériau de cadre. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur l'environnement entre un carbone, un titane, un acier, etc. Moi, j'aime bien l'acier, je dis juste ça. Mais ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot sur l'aluminium, sur tous les matériaux qui sont en capacité de travailler. Ils ont regardé. Mais est-ce que pour Trek, une marque comme Trek ou même Spey, dont on évoquait le nom tout à l'heure, est-ce que l'impact de la société en tant que telle, avec toutes ses filiales et tous ses salariés, est-ce que la plus grosse part de son impact, c'est le matériau des vélos qu'il fait, ou c'est ses activités humaines, ses bâtiments, ses transports et ses flux? Il faut pas ça. Ce que tu veux Moi, dire, je sais répondre à cette question-là. En termes de masse, il ne faut pas s'arrêter au vélo. Non. Ouais. Sinon, c'est trop. Moi, je suis convaincu que sur une opération comme ça, un Trek ou un Specialized, les activités de l'entreprise ont un impact environnemental plus important que le produit en lui-même, encore plus que le choix du matériau du cadre. Ce que tu dis est effectivement très très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion, JP, c'est quoi? Écologie, durabilité, donc effectivement ne pas s'arrêter juste au cadre, ne pas s'arrêter à fabriquer en France, ne pas s'arrêter à... Il faut vraiment réfléchir, voilà, et puis enfin, d'un point de vue, en tout cas, mes valeurs d'écologie et d'environnement à moi, elles peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle la permaculture. Voilà, il y a une vision permacole. On peut pas enlever la part d'humain aussi. Donc, on a un impact sur l'environnement, mais on oublie toujours l'impact sur les gens qui fabriquent, l'impact sur les gens qui utilisent. Donc, est-ce qu'un process peut être potentiellement dangereux pour la personne qui met en œuvre? Ça, c'est vachement important. On n'en parle pas. Et donc pour ce cas-là, travailler avec des fibres qui sont fines, qui sont abrasives, des résines, est-ce que c'est plus dangereux que de travailler avec du bambou? Certainement, oui. Est-ce que une fois qu'on utilise son vélo, est-ce que les produits qui sont sur le vélo peuvent créer un impact aussi sanitaire? Finalement, on va l'appeler comme ça. Mais ça aussi, pour moi, je le mets dans cette famille de l'environnement. Et puis, tu parlais de ce qu'on peut faire nous à notre échelle. Et pour moi, c'est ça le plus important en fait. Je pense que toujours attendre qu'il y ait une réglementation, attendre qu'il y ait un guide, attendre que les gros fassent quelque chose, c'est une position de passivité qui est pas du tout en adéquation avec un vœu d'écologie ou un souci
de son impact. Et donc c'est qu'est-ce qu'on fait soi? Et c'est effectivement choisir un vélo qu'on va garder longtemps, l'entretenir, pas avec n'importe quel produit, pas n'importe où. On met pas de l'huile par terre, on peut trier ses déchets. Les déchetteries, c'est ce que c'est aujourd'hui. Il y en a qui sont mieux organisées que d'autres, mais elles sont là. Donc, on récupère son huile. Et puis, une fois par mois, on va vider l'huile dans le container à huile. Quand on utilise des produits de nettoyage, on ne met pas n'importe quoi. Si on peut éviter les aérosols parce qu'on a la capacité de le faire, on le fait. Voilà, c'est tout ça. C'est ce qu'on fait au quotidien qui donne un sens finalement. Parce que l'intention, c'est vachement important. Bon, en tout cas, entretenez votre vélo et il aura une durabilité très très importante. Et là, on aura à notre échelle, chacun fera un petit geste pour l'environnement. Un grand merci à toi JP pour cet épisode. Et je te dis à très bientôt, dans 4 semaines, puisque c'est le rendez-vous effectivement toutes les 4 semaines de la capsule dans l'atelier, sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Un grand merci à toi. Merci à tous, à très bientôt.